Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts réalisée lors du 54e congrès de l'ADBU à Nantes. À travers ces épisodes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les interventions qui ont rythmé la journée d'études dédiée cette année au thème Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, communiquer. Et sans plus attendre, place à la conférence inaugurale d'Elénie Moratidou, Communiquer en tant qu'établissement universitaire, stratégie et visée commune. Et donc, sans plus tarder, j'ai le très grand plaisir d'appeler Elénie Moratidou sur scène, qui est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication et vice-présidente sciences et sociétés et communication à l'université Paris-Nanterre. Bonjour, Madame la vice-présidente de l'Université de Nantes, Madame la présidente de l'Association des directeurs et personnels des directions des bibliothèques universitaires, chers et chers collègues, je suis très heureuse et honorée de contribuer aux travaux de votre association et je vous remercie très chaleureusement de votre invitation. Alors, mes fonctions depuis une année au sein de l'Université Paris-Nanterre en tant que vice-présidente sciences, société et communication, mais aussi mon métier d'enseignante-chercheuse en sciences de la formation et de la communication, m'ont amené à m'intéresser de manière pragmatique, théorique et aussi politique à la place de la communication dans les établissements, dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et mon intervention portera un regard qui relève du constat, de l'interrogation, de la posture réflexive et éventuellement critique de ce que nous faisons avec la communication et de ce que la communication nous fait aussi. Et quand je dis nous, ici, évidemment, je me réfère à un nous collectif. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'apporter des solutions ou de stratégies clés en main et je ne procéderai pas non plus à la description exhaustive de ce que nous développons à l'Université Paris-Nanterre en tant que pratique et stratégie communicationnelle. Je prendrai bien évidemment comme exemple ce qui relève de ce terrain spécifique de recherche, mais aussi des réflexions stratégiques et politiques, qui est bien évidemment l'Université Paris-Nanterre. Il s'agit d'un terrain qui est bâti tous les jours par la direction de la communication de l'établissement, qui est un allié professionnel et humain précieux et précis. Que tous les agents de cette direction soient ici remerciés et salués pour le travail acharné qu'ils fournissent tous les jours, y compris souvent les week-ends, car en effet, la communication ne connaît pas des limites spatio-temporelles, et je trouve en effet les titres du congrès, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, reflètent bien les process de conception, de création et de production de la communication, en l'occurrence institutionnelle. Avec en plus une contrainte majeure, celle des temps parfois longs des prises de décision, des parcours interservices et interdirections qui sont constitutifs d'une grande organisation telle qu'un établissement universitaire. Commencer par un postulat qui n'est pas original, mais qui me semble pertinent à interroger. Je partirai du principe que l'une des qualités de la communication est d'être une promesse. Et pour l'interroger, il me faut peut-être remonter à l'origine étymologique de ces mots. Par exemple, le dictionnaire de l'Académie française indique qu'il s'agit d'une forme féminine substantivée du participe passé de promittere, qui signifie faire aller en avant, assurer, promettre. Et c'est notamment la première acception qui m'interpelle ici, qui est peut-être un peu oubliée, faire aller en avant. À partir de ce constat, la promesse de la communication, ou plutôt les promesses de la communication, pour me référer de manière implicite à un ouvrage phare dans notre discipline, intitulé Les promesses de la communication, publié par la professeure Nicole d'Almeida, marque un mouvement, une direction, qui postule une temporalité précise, du présent vers le futur, évidemment. La promesse est un engagement, et de ces faits, il peut être explicitement ou implicitement déployé à partir des discours verbaux ou non verbaux. Cependant, dans ces mouvements dynamiques allant vers l'avant, il n'est guère souhaitable de faire table rase du passé.
On le sait, l'épaisseur historique d'une institution peut être un adjuvant, un allié fort et peut se traduire également en promesses rétroactives. Le passé nourrit le présent, mais la communication va toujours vers l'avant, même quand il s'agit de parler du passé. Dans une institution comme celle de Paris-Nanterre, par exemple, forte de son histoire politique, il est essentiel d'inscrire dans le discours actuel, ne serait-ce que de manière diffuse, ce qui fait que Paris-Nanterre ne se positionne pas sur le même chemin axiologique que d'autres universités en sciences humaines et sociales. Ce qui fait son ADN, pour employer un terme plébiscité en communication, ce qui fait sa singularité, pour employer un terme peut-être moins chargé de promesses communicationnelles. Mais voilà, quoi qu'il en soit, en train de mobiliser des termes bien spécifiques du langage dit com, voire même marketing, positionnement, ADN. Que mon propos soit bien compris, je suis convaincue que dans les cas des établissements universitaires, ce n'est pas la communication qui va inventer leur positionnement ou leur ADN. La communication va être un adjuvant dans la construction visible, lisible et audible de leur singularité. Elle va permettre de mobiliser les termes adéquats, les images propices, les supports et médias pertinents qui vont servir plusieurs visées. L'une de ces visées est celle de l'information. Il s'agit d'un terme également fort intéressant car, vous le savez mieux que moi, informer désigne au départ l'acte de donner une forme à quelque chose. La formation est représentation. Alors, je ne saurais dire à quelle occasion la formation commence à être prise en charge par la communication, mais quand je dis prise en charge, j'évoque le fait que dans le cadre des établissements universitaires et au-delà dans le cadre général des organisations, marchandes et non marchandes, il s'agit de glisser d'une politique d'information vers une politique de communication. Considérer, à tort ou à raison, que la communication met en scène l'information. Faire de la formation un élément constitutif d'interaction relationnelle, de création de communautés, au sens du faire ensemble, faire commun. Le sociologue américain Erving Goffman souligne par ailleurs que parler n'est pas livrer une information à un destinataire, c'est présenter un drame devant un public. Et ce glissement, cette mise en scène rationalisée et parfois même standardisée, j'ai tendance à le qualifier de tournant promissif de la communication pour ce qui est du contexte universitaire. Alors, vous m'excuserez, mais là non plus, je ne suis pas en mesure de dater spécifiquement ces tournants promissifs, d'autant plus qu'il ne s'agit pas là d'un syntagme attesté. La littérature scientifique en sciences de la formation et de la communication rend compte de la performativité communicationnelle des organisations, notamment dans le cadre des entreprises. Pour ce qui est des institutions, en l'occurrence universitaires, nous pouvons aisément identifier un premier tournant avec l'arrivée de la communication numérique dans les universités, notamment à travers l'émergence des premiers sites web, et bien évidemment un second avec l'émergence des réseaux dits sociaux, qui me semble plus propice de qualifier de socio-numériques, voire même d'industrie numérique des sociabilités, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. Quoi qu'il en soit, ces tournants promissifs me semblent avoir accentué les qualités inhérentes de la communication, et je suis tentée d'en citer quelques-unes. Information, certes, je viens d'en parler. Performance, on parle de la dimension performative de la communication. Expérience, la communication expérientielle. Relation, représentation. Dimension symbolique également. Le tout chapeauté par une pratique ancestrale, le récit, le fameux storytelling. Ce qui me semble être un défi majeur dans les promesses de la communication institutionnelle, c'est le fait de parvenir à traduire en récit les missions d'enseignement et de recherche d'un établissement en développant une communication interne à destination des usagers et des personnels, tout en prenant bien évidemment en considération leur diversité
leur diversité professionnelle, aspirationnelle, ainsi qu'en développant une communication externe à destination des tutelles, des médias, des pairs et du grand public. Mais là, évidemment, je suis consciente que j'évoque des banalités. Je me propose toutefois d'évoquer 3 aspects constitutifs de ces défis, aspects que je vais illustrer à travers des exemples concrets issus de éléments et stratégies de communication de l'Université Paris-Nanterre. Alors, le premier aspect s'articule autour de la tension entre le contenu et le discontinu. La communication s'intègre dans un fil continu qui va imposer un tempo dans les stratégies médiatiques, voire même aussi transmédiatiques d'un établissement universitaire. Le fil continu s'articule donc autour des temporalités ordinaires. C'est la gestion et surtout l'enchantement de l'ordinaire qui détermine ces fils continus. Faire en sorte que l'ordinaire soit perçu comme de l'extraordinaire. Quelques exemples. La création d'une newsletter hebdomadaire qui apparaît en début de semaine et qui annonce des éléments qui, eux, relèvent du discontinu. Manifestations scientifiques, événements à destination des étudiants et étudiantes, événements institutionnels, concours, bourses, recrutements, activités sportives, culturelles, dons des livres, etc., etc. On instaure dès lors une politique communicationnelle dite itérative, mais elle-même, elle est censée prendre en charge, communiquer sur des politiques institutionnelles discontinues, autrement dit extraordinaires. Et pourtant, des colloques, des pièces de théâtre, des expositions, des ateliers se produisent tous les jours sur le campus. La communication présente une visée spécifique, leur événementialisation, au sens premier du terme, est guère futile. L'événement est ce qui relève du discontinu. Un deuxième exemple relève de notre belle bâche événementielle qui est visible depuis la sortie du RER à Nanterre Université et qui pose et impose une visée informationnelle et esthétique, voire même médiatique. Je pourrais même la comparer aux bâches publicitaires géantes que l'on observe sur les bâtiments à densité culturelle forte dans des espaces urbains, comme par exemple les musées, les opéras, et qui imposent une fonction fatigue suraccentuée. Elles sont là. Notre bâche est là. Elle habille le mur du premier bâtiment qui marque l'historique barre des lettres de l'établissement. Elle relève du contenu car elle ne manque jamais à l'appel. Et là encore, sa mission est de produire de l'enchantement et au-delà de donner le tempo de la vie universitaire dans ses multiples facettes à destination de son public fort varié. Un troisième exemple relève du discours testimonial comme forme d'enchantement de l'ordinaire grâce à des stratégies qui, elles, font partie de l'extraordinaire. C'est le cas, par exemple, de la nouvelle ligne éditoriale de la communication de l'établissement qui fait de la création audiovisuelle pour le numérique un instrument de diffusion de la parole ordinaire des usagers, personnels de l'établissement, sous une forme événementielle, des interviews, des cartes blanches, des portraits des personnels administratifs, des enseignants-chercheurs et des étudiants qui produisent une sorte de discontinuité positive. Alors, le deuxième aspect fait partie de cette tension que l'on peut observer entre l'unité et la dispersion. L'unité, la cohérence, le fil rouge, la ligne éditoriale communicationnelle est une visée de la communication et des récits qu'elle déploie. Elle doit composer, faire avec une dispersion qui est une donnée réelle et objective. Dispersion des publics et des cibles à atteindre, dispersion des fonctions, des métiers, dispersion des objectifs parfois. Dispersion de l'image externe de l'établissement et de son image interne également, ce qui relève de ce que nous appelons en communication l'image voulue et l'image perçue. Quand la convergence entre les deux est avérée, la communication est forcément dite réussie. Quand il y a divergence, il y a un écart à remédier, une dramaturgie, au sens bien évidemment métaphorique du terme, à repenser et à renforcer.
Pour illustrer mon propos, je ferai ici un focus sur une stratégie déployée l'année dernière autour d'une démarche que je qualifie de communication déléguée et qui rend compte de la problématique du faire avec et du risque aussi de faire sans. La direction de la communication de l'établissement de l'Université Paris-Nanterre a été sollicitée par l'équipe de production de 2 créateurs de contenu numérique connus sous le nom de McFly et Carlito. L'idée était relativement simple, produire une vidéo à l'instar de vidéos en immersion que les 2 créateurs, qualifiés communément de youtubeurs, ont l'habitude de créer et diffuser sur les chaînes YouTube. Choix d'un espace institutionnel, souvent doté d'une autorité forte, comme par exemple l'Élysée ou une gare SNCF. L'objectif de cette demande, entrer dans la peau d'un étudiant et vivre une journée sur le campus de l'université, suivre des cours magistraux, des travaux dirigés, travailler à la bibliothèque, déjeuner au Crous, traverser le campus, ces espaces verts, faire du sport. Avec comme promesse émanant de cette production communicationnelle fort performative, une visibilité forte pour l'établissement, son campus, ses infrastructures, ses étudiants et étudiantes. Un moyen de se doter d'une image jeune, ce qui signifie une capacité de l'établissement de s'adapter aux injonctions communicationnelles contemporaines, de faire avec les industries numériques qui font quant à elles la promesse de la sociabilité, de l'expérience et de l'interaction. Une proposition qui reposait in fine sur un autre syntagme souvent mobilisé dans le discours marketing et managérial, le fameux win-win. Et je vous assure, ça n'a jamais été prononcé de manière explicite, ni par la production de McFly et Carlito, ni par la direction de la communication et la politique de l'établissement. Toutefois, cette visée du double gagnant était bel et bien présente comme un implicite déterminant cette collaboration qui, par ailleurs, n'a pas inclus d'enjeux financiers, je tiens à le préciser. Alors, projet ambitieux, la promesse résultant de cette sorte de carte blanche relevait d'un double défi, celui du faire avec, mais fatalement, on savait qu'on allait aussi faire sans. Dans notre volonté de créer une unité au sein de la dispersion des publics concernés par la communication de l'établissement, il était clair qu'on visait une unité partielle, celle formée par un public jeune, habitué au contenu numérique de ces youtubeurs, connaisseurs d'un langage audiovisuel et numérique spécifique, et cette unité partielle risquait tout de même de contribuer à la dispersion de l'image voulue par l'établissement, car quid des autres, quid par exemple du personnel. Alors, si la communication est une promesse, cette dernière s'adresse forcément à quelqu'un. Et il faut donc saisir ce que le public, son destinataire, est en mesure de faire de cette promesse. Je pense que les professionnels de la communication présents dans la salle seraient d'accord avec le fait que les effets pragmatiques et aussi symboliques des promesses de la communication, des promesses que la communication déploie, peuvent souvent nous échapper, nous étonner, nous dépasser, nous décevoir, nous enchanter. Et je suis convaincue que l'une des qualités d'un bon communicant, ou plutôt d'une équipe de communication, est d'être préparé stratégiquement et aussi mentalement, parfois même nerveusement, au débordement des effets de la promesse, qu'ils soient négatifs ou positifs. Alors, les conclusions de cette expérience communicationnelle ont été multiples et nous ont surpris et nous ont même emmenés vers des chantiers imprévus. Si nous avons bâti un parcours d'immersion ou le parcours d'immersion de ces 2 youtubeurs, choix des cours magistraux et des TD, accord du Crous, du SED, nous n'avions aucune prise sur le récit effectif qui allait émerger de ces parcours. Il est évident que nous allions réunir, faire avec, mais il est aussi évident que nous allions diviser, faire sans. Il était aussi évident qu'on faisait le choix de s'exposer dans un espace qui ne relève pas de notre panoplie de diffusion de notre propre communication, de nos médias. Qui plus est,
YouTube est un espace qui génère de la visibilité, non seulement pour ce qui est du contenu en soi, mais aussi pour ce qui est de son appréciation. La visibilité du nombre de likes et de dislikes, la visibilité du nombre de vues, la visibilité de commentaires. Ce qui nous a particulièrement surpris, in fine, c'est la dimension généralisante de cette vidéo. Elle a suscité des réactions portant sur l'Université Paris-Nanterre, positives principalement, mais parfois aussi négatives, tout comme et surtout des réactions sur l'université française. De ce point de vue, je pense qu'il y a un champ discursif qui s'est formé en ligne et qui a créé une autre forme d'unicité, celle de représentation relative aux universités, aux vies des étudiants et étudiantes. Et pour ce qui est des retombées directes, parce qu'il ne faut pas oublier les retombées directes, touchant l'établissement lui-même, nos pronostics ont été justes. On a pu faire avec, mais étonnamment, pas que avec les étudiants. Également avec le personnel qui a saisi la dimension fraîche, drôle, jeune, moderne et même audacieuse de la démarche. On a aussi fait son, notamment avec les moins jeunes, surtout en raison de l'association de l'établissement avec une industrie qui interpelle, YouTube, qui est traversée des enjeux de financiarisation et de marchandisation critiquables. Et pourtant, cette même industrie est bel et bien intégrée dans nos outils de communication ordinaires, Instagram, Facebook, etc., etc. Se pose bien évidemment la question de l'éthique de la communication, éthique que dans le contexte de la communication des établissements universitaires, il me semble que nous devons la construire dans les discours lui-même, associés aux actions effectives. Nous devons la construire, et je pense que c'est ce que nous faisons, nous la construisons, non pas dans la démarche canonique de la linguistique pragmatique, le fameux « quand dire, c'est faire » de John Austin, mais dans son détournement, quand faire permet de dire. La dramatisation de la parole que j'évoquais précédemment en citant Goffman est éthique quand elle est précédée d'une action, des faits. Et je pense que c'est ce qui fait aussi en partie la singularité de la communication des universités. Alors, le troisième aspect relève de la tension entre permanence et différence. Le sémioticien Jean-Marie Floch s'est intéressé il y a très longtemps aux axiologies qui résultent de ce qu'il nommait les identités visuelles des organisations. Si la notion d'identité visuelle est répandue dans le secteur de la communication comme relevant d'une charte stabilisée des éléments iconiques qui reflètent une entreprise ou une institution, il faut sans doute inclure dans ces paradigmes la dimension discursive comme étant constitutive d'une identité visuelle. Le nom, la signature sont des discours également mis en scène. Au sujet de l'identité visuelle, Jean-Marie Floch insistait sur sa double visée, une visée de permanence et une visée de différence. La première, la permanence, s'inscrit dans le temps et dans la saisie claire de l'identité. Elle permet à une organisation d'exister dans l'espace public et médiatique de manière reconnaissable et non confuse. La différence est corollaire à la permanence. Plus la permanence est forte et solide, plus la différence sera saisie et appréhendée. La différence correspond, selon les termes marketing, au positionnement, à la singularité que j'évoquais précédemment. Armée de permanence, la différence rend compte de ce que mon institution est vis-à-vis des autres et aussi de ce qu'elle n'est pas. Ce principe peut être questionné, voire mis en question dans le cadre des identités visuelles et discursives des universités. Et on peut, là encore, prendre le cas de Paris-Nanterre, même si je pense qu'il y a plein de collègues qui vont se reconnaître aussi dans la problématique que je m'apprête à évoquer. Le nom de Nanterre est associé à cette université, à cet établissement, et en 1970, l'université se dote du nom officiel Université Paris X Nanterre. Par ailleurs, elle est également connue en tant qu'Université de Nanterre, tout comme Fac de Nanterre, en raison de la création de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines en 1964,
à l'époque annexe de la Sorbonne. En 2008, le nom change et devient Université Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. En 2016, elle devient Université Paris-Nanterre. Elle n'a pas changé depuis. Ces transformations discursives ont été également accompagnées de transformations visuelles. Vous voyez ici, en tout petit, je vous prie de m'excuser, une planche du dossier de presse réalisé en 2016 à l'occasion de l'adoption du dernier nom de l'établissement Paris-Nanterre. Depuis donc presque 10 ans, l'établissement pose son nom sur des documents officiels, sur les plateformes médiatiques, les produits dits dérivés, textiles, accessoires, papeterie. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, le nom Université Paris-Nanterre peine à se stabiliser. En témoignent par exemple les différentes occurrences que l'on observe notamment dans les discours médiatiques. Université de Nanterre, Fac de Nanterre, Université Paris-Nanterre, Université Paris 10. Petite anecdote, dans leurs vidéos, McFly et Carlito n'ont pas cessé de parler de la Fac de Nanterre et s'interrogent même face à la signalétique du RER, je les cite, « Pourquoi il y a marqué Paris 10 alors que c'est Nanterre ?» Le principe de permanence et de différence est également associé aux évolutions sociétales, tout comme organisationnelles et politiques internes à une institution. Avec l'adoption du nouveau nom en 2016, Paris-Nanterre opte aussi pour une nouvelle signature, l'université des possibles. Mais on sait aussi qu'un établissement universitaire peut être marqué par des projets structurants, par des renouvellements aussi de gouvernance, des projets en tout cas qui l'emmènent à revoir son identité discursive dans l'objectif de la coller à son identité fonctionnelle. Les projets que l'Université Paris-Nanterre a déployés en 2023 dans le cadre du plan d'investissement France 2030 portent le nom Unisson, qui est un beau néologisme, je dirais. Université de l'innovation sociale et solidaire de Nanterre. Les projets étant structurants à l'échelle de l'établissement, il a été naturellement choisi de décliner son appellation et au-delà, bien évidemment, les valeurs qui en résultent en identité discursive. Université de l'innovation sociale et solidaire devient la signature fonctionnelle, communicationnelle de l'établissement. Elle est également accompagnée d'une identité visuelle spécifique au projet, tout proche de celle de l'établissement. On sait, ou bien on le suppose par anticipation, qu'en raison d'une durée de vie limitée du projet en question, 7 ans, il est fort probable que cette identité se transforme, se modifie plus tard. Ce qui n'est pas propre à Paris-Nanterre, l'ensemble des organisations universitaires est traversé par ces contraintes de changement. Voilà, je pense que c'est la créativité communicationnelle qui invente et développe le fil rouge qui accompagne ces changements et qui permet d'aller en avant tout en se fondant sur le passé. Pour terminer mon intervention, je ne peux m'empêcher de clore en effet avec une image forte du passé, une image qui, bien qu'elle ne soit pas produite par Paris-Nanterre, elle est fortement associée à notre établissement, constitutive d'un imaginaire socioculturel et iconique associé à l'établissement, y compris à la façon dont l'établissement est décrit, Université de Nanterre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.